Dès lors, le bassin de recrutement de la main-d'œuvre s'élargit. Les patrons ne se limitent plus aux pays limitrophes. Ils vont chercher leurs ouvriers par-delà les frontières, au Portugal, au Maghreb, en Afrique subsaharienne. 56, 57. Je peux trouver 10 places par jour. Il y a du boulot partout. Tous les 100 mètres, il y a une usine. Quand on rentre à citoyen, vous rentrez au OS1, vous restez à la fin de la vie au OS1. Il n'y a pas de changement. Manœuvre de grands travaux. Faute de logements décents, des pionniers en France depuis 40, 50 ou 60 ans ont renoncé à faire venir leur famille sur le territoire. Ces célibataires forcés sont des centaines de milliers condamnés à vivre dans des foyers de travailleurs immigrés, dans des chambres exiguës avec un minimum de confort et dans des conditions de vie déplorables. Cette année, je vais avoir 73 ans. 51 ans au Aubervilliers, dans les chambres de foyer. Cette immigration, notamment maghrébine et africaine, reste aujourd'hui la cible privilégiée avec les Roms de toutes les attaques racistes et tout ça, ce qui n'est pas le cas avec les anciennes immigrations portugaises ou italiennes ou espagnoles. Mademoiselle, sur la question italienne, vous parlez de la question italienne. Moi, je vous dis simplement, ce qui s'est passé dans un village, j'ai oublié le nom, dans le sud. Aigues-Mortes. Voilà, le massacre d'Italiens. Le massacre d'Italiens à Aigues-Mortes. Un massacre d'Italiens à Aigues-Mortes, qui était un massacre énorme, et qui a d'ailleurs un livre qui a été écrit. Noiriel, il en parle. Non, Noiriel, mais il y en a beaucoup. Mais il a fait un livre sur ça. C'est des Italiens qu'on a massacrés devant la présence des autorités officielles, y compris le préfet. D'accord? Donc, ça a existé, des choses comme ça. Il faut savoir que la xénophobie à l'égard des Italiens était très forte. Oui. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Italiens, ils étaient vus comme quoi? Comme fascistes, alors que c'était souvent des réfugiés antifascistes qui étaient là, comme des Siciliens qui ont le couteau facile, alors qu'ils venaient pas forcément de Sicile, ils venaient souvent même d'Italie du Nord. Et les Belges, c'est la même chose. La xénophobie contre les Belges dans le Nord, à la fin du 19e siècle, hallucinante. Elle est très violente, parce que les ouvriers français voient leur salaire diminuer, etc. Les mineurs, exactement. La différence, c'est la colonisation, c'est l'histoire. C'est pas la culture. Alors, il y a beaucoup aussi de sociologues aujourd'hui qui ont axé maintenant sur cette question de la culture. En fait, il y aurait des différences culturelles, etc. Oui, si on veut, mais c'est pas ça le facteur, disons, discriminant, majoritaire. Pour moi, qui suis historien de formation, c'est l'histoire. L'histoire n'est pas la même. Les accords qui ont été faits avec l'Algérie, les accords qui ont été faits en 87 avec le Maroc, ou les accords qui avaient été faits et modifiés avec la Tunisie, je veux dire, sont des accords qui ont régi l'immigration de manière différente. Et à chaque fois, il y a eu des différences. Et en fait, il y avait des différences racistes quelque part, parce que c'était en fonction d'une histoire coloniale, en fonction d'une histoire, voilà, qu'il y avait aussi des critères, on va dire presque ethniques. À un moment donné, il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient venir d'Algérie, un certain nombre du Maroc, un certain nombre de Tunisie. C'était, mais oui, c'était des quotas. Je veux dire, et ça existait. Donc là aussi, il y a quand même des discriminations racistes. Juste un truc par rapport à la réglementation concernant les rapports franco-algériens. Il ne faut pas oublier la convention de 68. C'est la convention qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Seuls les ressortissants tunisiens et algériens aujourd'hui qui peuvent encore bénéficier de 10 ans de présence. Aucun autre ressortissant n'a le droit. Pourquoi? Parce que c'est des conventions bilatérales. D'accord?
la convention bilatérale qui régit encore ce problème entre l'Algérie sur la question de l'immigration algérienne, ça reste la convention. Or, cette convention franco-algérienne, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais la convention franco-algérienne sur ça permet, c'est elle qui permet à tout Algérien de venir en France et de s'installer pendant 6 mois, le temps de chercher du travail et régulariser sa situation. Donc je ne vois pas en quoi c'est discriminatoire. Le Maroc, la Tunisie, je rappelle, c'était des protectorats. L'Algérie, c'était un département français. Et là encore, les relations sont plus vives. Parce que, justement, c'était un département français, c'était une colonie de peuplement. Alors que ce n'était pas le cas de la Tunisie et du Maroc. Donc ça joue sur les regards, ça joue sur les politiques, et ça joue sur les réactions et les interactions. Sur les empreintes aussi, sur des empreintes. Et sur les règles, bien sûr. Après, les règles, bien sûr. L'Algérie n'avait pas les mêmes règles jusqu'à maintenant. Après, voilà. Est-ce qu'il formait, voilà l'autre question qui se posait, est-ce qu'il forme une communauté? Est-ce qu'il forme un groupe ethnique? Voilà, toutes ces questions auxquelles j'ai été obligé de répondre. Et j'ai fini par répondre qu'il forme simplement une collectivité culturelle et historique. Mais en rien, il ne forme un groupe ethnique spécifique. En rien, il ne forme une communauté. Il n'y a pas de communauté maghrébine en France, il n'y a pas de communauté musulmane. Maintenant, on parle des musulmans. À l'époque, on en parlait moins, parce que la dimension religieuse était faible à la fin des années 90. C'est simplement une collectivité historique et culturelle, dans la mesure où il y a une dimension historique commune et une dimension culturelle au sens anthropologique commune. Voilà. Alors après, à distinguer, évidemment, c'est pas... Voilà. Et la dimension historique, vous la voyez, c'est l'histoire coloniale. C'est ça le ciment. Voilà. Donc, il y avait à cette époque, disons, du début des années 70 au début des années 2000, donc les 30 dernières années du XXe siècle, à peu près 3 positionnements. En tout cas, j'en avais trouvé 3 par rapport à cette question. Il y avait ceux qui étaient favorables, ce que j'ai appelé les intégrationnistes, ceux qui sont favorables à l'intégration à la française. Ces militants-là sont plutôt d'origine sociale, petite bourgeoise ou bourgeoise, dans le mouvement des migrations. Ils étaient d'abord minoritaires, et puis ils ont monté. Et on les trouve au Parti Socialiste et on les trouve à droite. Ce qui a différencié le type de militant, c'est en fait l'origine sociale. Et je pense que ça, c'est très important de montrer. Ce n'est pas l'origine ethnique, c'est pas il y a les Kabyles, il y a les Arabes, c'est l'origine sociale qui va déterminer les positionnements politiques dans l'espace français. Donc, deuxième type de militants, c'est ceux que j'ai appelés les critiques de la politique d'intégration à la française, mais qui restent dans le cadre français, au nom de la classe ouvrière, au nom de leur classe sociale d'origine, celle de leurs parents. Ils critiquent la politique d'intégration de la France, tout en se considérant héritiers de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. C'est-à-dire, on reste dans le cadre français, et justement, on dit appliquer la Révolution française, appliquer la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà le message à la France. Si vous appelez, c'est ça. Donc ça, c'est et puis le troisième, c'était plutôt. Donc ces intégrationnistes étaient plus nombreux. Ensuite, les critiques vont devenir de plus en plus nombreux au cours des années 80. Et ensuite, il y a un troisième type qui était peu nombreux à l'époque, et là il faudrait voir aussi aujourd'hui avec la dimension musulmane, etc., que j'avais appelé, disons, communautaires ou communautaristes, c'est ceux qui se mobilisaient, qui soit avaient un regard intéressé par rapport au pays d'origine des parents, comme je disais tout à l'heure, l'Algérie, ou qui avaient déjà une dimension plus religieuse. Quand tu parles du mouvement associatif, en fait, tu parles des jeunes, soit nés ici, soit... En fait, on pourrait exactement dire la même chose pour la génération précédente à laquelle j'appartiens, qui avait effectivement un petit peu les mêmes réflexes, les mêmes comportements, les mêmes dans le mouvement associatif, même si l'aspect relation au pays d'origine était beaucoup plus marqué. Mais en fait, on retrouve un peu les mêmes. Et il y a une ligne directrice en fait dans tout ça, dans le mouvement associatif en particulier. Je ne sais pas s'il se manifeste au niveau de la population en général, mais dans le mouvement associatif, parmi les militants, il y a ce que j'appelle moi la question de l'autonomie. L'autonomie est une chose extrêmement importante qui revient à chaque génération. J'imagine
facilement que du temps de l'étoile nord-africaine dans les années 30, les mêmes sentiments étaient partagés. L'autonomie par rapport à quoi en fait? L'autonomie de décision, parce qu'on est des associatifs, on a besoin d'agir et de décider par nous-mêmes de ce que l'on veut faire, etc. Et donc il y a toujours cette question-là. Mais en réalité, ce qui sous-tend et ce qui est sous-jacent, en tout cas à ce discours-là, c'est le fait de dire qu'il y a un passif dans la société française, c'est que la société française n'a pas fait le bilan de la question coloniale. Dans les années 70, c'est un militantisme que je qualifiais plutôt d'idéologique. C'est-à-dire que ces populations constituent un mouvement politique à l'époque plutôt masculin. C'est vrai que les filles vont arriver après, plutôt de manière massive dans les années 80. On voit qu'il y a une féminisation du mouvement maghrébin et qui est d'abord plutôt algérien et kabyle dans les années 70, et avec des revendications d'abord politiques et idéologiques qui s'expriment au nom de la dignité d'un groupe des classes sociales populaires, du prolétariat, disons, issu de la colonisation. Donc c'est plutôt ça, la dominante. Attention, ce que je dis, c'est toujours en termes de dominante. Ça veut pas dire que c'est 100%. Tendance. Une tendance, c'est pas tendance. Donc voilà. Ensuite, dans les années 80, il y a une phase que j'appelle, qui combine des motivations idéologiques et des motivations économiques, socio-économiques. C'est-à-dire d'une volonté d'insertion sociale et économique. Ils forment un mouvement, cette fois-ci, plutôt, non plus d'origine algérienne, mais d'origine maghrébine, plutôt d'origine populaire. Et là, les filles, d'une manière générale, les jeunes d'origine arabe, sont plus nombreux qu'à la première, ma génération à moi, c'est-à-dire celle génération de militants. Leurs revendications sont toujours idéologiques, mais elles se combinent déjà avec un désir d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que le militantisme associatif, les associations, permettent aussi à cette population de pouvoir s'insérer économiquement, socialement, dans la société française, puisque le marché du travail, c'est-à-dire l'entreprise ou la bureaucratie, l'administration, l'administration, il faut la nationalité française, donc beaucoup ne l'ont pas. Donc déjà, il y a un blocage à ce niveau-là. Et l'entreprise privée n'en veut pas. C'est le début où les jeunes d'origine maghrébine vont rentrer sur le marché du travail dans les années 80 et vont rentrer en concurrence avec les jeunes français d'origine européenne, on va dire, ou d'origine française. Et là, effectivement, le racisme va naître de la concurrence. Moi, à mon avis, le racisme, c'est économique. Ah oui. Ça, c'est ma position. Bien sûr, il y a du racisme biologique. Enfin, ça reste faible. On n'est plus à l'époque nazie. Donc je pense que ce racisme-là, qui est un racisme qui a existé, qui est un racisme qui a existé, effectivement, mais je crois que le gros, aujourd'hui, du racisme en France et ailleurs, je ne pense pas spécifiquement en France, il est plutôt lié à l'économie, au social, à l'économique. Effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est-à-dire que sinon, bon, oui, il y a du racisme pur, idéologique, scientifique, mais enfin, ça reste très minoritaire. C'est le besoin. La grille de la discrimination, si vous voulez, qui est devenue une grosse machine aujourd'hui, c'est devenu une grosse machine parce que tout simplement on a oublié de regarder les choses en termes de classe sociale. Moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire en termes sociaux, quand on dit en termes sociaux, en termes de classe sociale, je sais que, par exemple, l'analyse en termes de classe sociale a été désertée par la majorité des sociologues. Il y a Chauvet qui a écrit un livre, justement, pour démontrer que ça existe encore. On est arrivé au point, aujourd'hui, à dire que les classes sociales existent. C'est-à-dire qu'on nie l'existence des classes sociales. Alors, nier l'existence des classes sociales, c'est a fortiori nier la lutte des classes. Forcément. Il n'y a pas de classe sociale, donc il ne va pas y avoir de lutte. Et Chauvet, il a eu toute une thèse pour dire, attention, il y a des classes sociales qui existent. C'est quand même grave comme situation. C'est-à-dire que par le biais, justement, par uniquement le fait de tout brancher, si vous voulez, l'éclairage se fait entièrement sur la question du racisme et de la discrimination, on sait où on est arrivé. Alors que la question de la discrimination, comme ça, de toute façon, elle était actionnée, elle était motivée, elle était toujours par les politiques. Voilà.
Je ne sais pas combien on en a maintenant, 20, 30 lois sur l'immigration. Est-ce qu'il y a un seul ministre de l'Intérieur en France qui est passé qui n'a pas laissé une loi? Tous. Tous. Et lui, et puis toujours vers les restrictions, à tel point que maintenant, actuellement, ils n'ont même pas fait de loi, ça fonctionne par une circulaire, la circulaire Valls. Parce que parler de politique d'intégration, bah, si on est en France, si on est en Italie, si on est en Allemagne, si on est en Grande-Bretagne, si on est aux États-Unis, c'est pas la même. Et pour ma part, la politique d'intégration à la française, c'est une politique d'assimilation. Et puis la Troisième République, la politique républicaine de la France, c'est une politique d'assimilation culturelle, c'est une politique d'assimilation, d'unification politique et culturelle. C'est ça la réalité. Après, le reste, c'est du vocabulaire. C'est des petits jeux sémantiques. Mais le fond de l'affaire, il est là. Remarquez, je fais une parenthèse, on parle de discrimination. Avant, on ne parlait pas de discrimination. Le mot discrimination est venu à la mode. C'est les années 2000. Avant, on parlait de racisme. Maintenant, il n'y a plus de racisme, maintenant, il y a des discriminations. Puis un jour, il y aura autre chose. Avant, on disait, il faut parler d'intégration. Après, non, il faut parler d'insertion. Après, non, il faut parler de... etc. Il faut parler de discrimination. Après, il faut parler de diversité. Après, donc, vous voyez bien que les modes passent. Mais ça, c'est aussi pour troubler. Vous voyez, ça, c'est le jeu des médias. Tiens, il y a un mot qui est utilisé, d'un seul coup, et voilà. On va le répéter, et après, comme un commérage, et après, eh bien, voilà, d'un seul coup, on a le mot qui est... Et après, il a une validité même scientifique. Vous voyez ? Mais le problème de fond, c'est le même. La politique française, elle n'a pas changé. La politique depuis la Troisième République, le vocabulaire a changé. À un moment donné, ça c'est ce que montre très bien Abdelmalek Sayad, l'ancien sociologue algérien, c'est ce qui montre que finalement, pourquoi on a pu parler d'assimilation? Parce que la politique d'assimilation, ça renvoyait au colonialisme, ça renvoyait à la guerre d'Algérie, ça renvoyait à la politique française, elle était tachée du péché colonial. Voilà ce qu'il dit en substance. Mais, donc on me dit, bah, très bien, on va changer de mot, puis c'est tout. Dans le vocabulaire qu'on utilise, derrière les mots, il y a toujours l'intention de faire diversion. Le vocabulaire qu'on utilise, faire diversion. Effectivement, moi je pense, j'inscris personnellement, si je raccroche tous ces éléments au même wagon, je pense que c'est l'idéologie comme dimension importante dans la lutte sociale. On détourne, on fait. Aujourd'hui, sur la question du racisme, par exemple, je veux dire, est condamnable le racisme, on condamne le racisme, tout ça, mais on sait bien que très rare, on entend rarement pour des propos racistes avérés et tout ça, que ceux qui profèrent ces actes-là, il est poursuivi ou condamné. Donc pourquoi à ce moment-là, si on veut lutter contre le racisme, pourquoi ne pas faire des lois qui sont des lois? Si on veut vraiment dire que la France n'est pas un pays raciste, moi je pense que la France n'est pas un pays raciste, c'est pas le problème. Les lois qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, ils ont quoi? Aujourd'hui, on sait bien que être raciste, on est arrivé à ce point de dire que être raciste en France, c'est une opinion.